Cette histoire est une œuvre de fiction, et les événements contemporains décrits dans ce récit sont entièrement fictifs et créés à des fins de divertissement narratif. Hautefeuille, Dordogne, 16 août 1870. Le soleil de midi frappait les pavés de la place centrale avec une violence presque palpable. L'air sentait la sueur, le foin moisi et le vin aigre qui coulait à flot depuis l'aube. La foire agricole de la Saint-Roch avait attiré près de 800 âmes dans le petit village de Hautefeuille, transformant ses ruelles paisibles en un chaos bruyant de bétail, de marchands et de paysans ivres. Pierre Buisson, forgeron de 43 ans, aux mains calleuses comme de l'écorce, essuyait la mousse de bière sur sa barbe grisonnante. À ses côtés, son beau-frère Léon Peyraud, fermier trapu au regard perpétuellement méfiant, mâchonnait un bout de pain rassis. Il se tenait à l'ombre précaire d'un platane centenaire, observant la foule qui grouillait devant eux. « Ils disent que les Prussiens sont à Metz », marmonna Léon en crachant par terre, « que Napoléon est encerclé, que tout est foutu. » Pierre hocha la tête lentement, son regard fixé sur un groupe d'hommes regroupés près de la fontaine. Leur voix portait, agressive, ponctuée de jurons et de rires nerveux. La guerre. Tout le monde ne parlait que de ça depuis des semaines. La guerre qui dévorait les fils de France, qui vidait les greniers et remplissait les cimetières. « Il y a des traîtres parmi nous », continua Léon, sa voix baissant d'un ton conspiratoire. « Des nobles qui préfèrent les Prussiens à la République. J'ai entendu dire que le maire de Nontron buvait avec des espions, qu'il vendait nos positions. »« Tu crois toutes ces conneries ?» demanda Pierre, mais sa voix manquait de conviction. Léon se pencha plus près, son haleine chargée d'alcool. « Ma femme travaille chez les Chambaud. Elle dit qu'ils ont reçu des lettres de Paris, des lettres codées, que Madame Chambaud pleurait en les lisant. Pourquoi pleurer si ce n'est pas pour les ennemis ?» Avant que Pierre ne puisse répondre, un cri perça l'air chaud de l'après-midi. « Là-bas, c'est lui, le traître !» La foule se figea. 800 perdus se tournèrent vers la source du cri. Un jeune homme d'une trentaine d'années, vêtu d'une redingote noire impeccable, qui jurait avec les blouses graisseuses des paysans, venait d'apparaître sur la place. Ses cheveux châtains étaient soigneusement coiffés. Ses bottes cirées brillaient sous le soleil. Il avait le visage fin des gens bien nés, celui qui ne connaissait ni la faim ni le labeur au champ. Alain de Monéy, propriétaire terrien, conseiller municipal, cousin des Beynac qui possédaient la moitié de la région. « C'est le cousin des Républicains » hurla quelqu'un d'autre. « Il a crié « Vive la Prusse » au marché de Ribérac !» Le mensonge se propagea comme un incendie dans une grange sèche. En quelques secondes, des dizaines de voix répétaient l'accusation, chacune ajoutant son propre détail imaginaire. « Il cache des espions dans son château. Il envoie des messages aux Prussiens la nuit. Mon neveu l'a vu brûler le drapeau français. » Alain de Monéy s'était arrêté net, son visage pâlissant sous le bronze du soleil estival. Il leva les mains dans un geste d'apaisement, sa voix claire, essayant de percer le brouhaha grandissant. « Messieurs, je vous en prie, il y a un malentendu. Je suis français comme vous, mon cousin. Ton cousin est un traître, et toi aussi, » cracha un homme dont le visage était déformé par une haine qui semblait venir de bien plus profond que les simples rumeurs de la journée. La foule commença à se refermer, lentement d'abord, comme une marée hésitante, puis avec une détermination de plus en plus féroce. Pierre sentit son cœur s'accélérer. Il connaissait Alain de Monéy. L'homme lui avait commandé des fers à cheval l'année précédente, l'avait payé rubis sur l'ongle, avait même demandé des nouvelles de sa fille malade. Ce n'était pas un traître. Mais Pierre sentait aussi la chaleur de la foule, cette énergie électrique qui transformait des hommes ordinaires en meute. Il vit Léon serrer les poings, ses jointures blanchir. Il vit les yeux injectés de sang, les mâchoires crispées, les mains qui cherchaient des pierres, des bâtons, n'importe quoi pour frapper. « On devrait faire quelque chose », murmura Pierre, mais sa voix fut avalée par les rugissements. Un premier coup atteignit Alain à l'épaule, puis un deuxième au visage. Le sang jaillit de son nez brisé, éclaboussant sa belle redingote. Il tomba à genoux, les mains protégeant sa tête. « Pitié, je n'ai rien fait, je le jure sur l'âme de ma mère !» Mais la pitié n'existait plus.
Elle avait été noyée dans le vin et la peur, brûlée par le soleil impitoyable et la rumeur de la guerre. La foule était devenue un seul organisme, une bête affamée qui avait trouvé sa proie. Jean Campeau, bouché de son état, fendit la masse avec une autorité presque naturelle. Il portait son tablier de travail, encore taché du sang des cochons abattus le matin. Dans sa main droite, il tenait un couteau à dépecer, sa lame large et recourbée scintillant comme un sourire cruel. « Si c'est un traître, il doit être puni comme tel », déclara-t-il, et sa voix portait le poids d'un verdict. « Les traîtres brûlent, c'est la loi. Brûle-le, qu'il crève. Pour la France. » Ils le traînèrent. Alain de Mauny, qui quelques minutes plus tôt flânait paisiblement à travers la foire, fut arraché du sol comme un sac de grains. Ses protestations se transformèrent en cris, puis en sanglots. On lui arracha sa redingote, déchirant le tissu fin. On lui cracha dessus. Une femme, dont Pierre ne vit pas le visage, lui griffa les joues avec ses ongles sales, laissant 4 sillons sanglants. La place était devenue un théâtre de l'horreur. Les stands abandonnés, les charrettes renversées, le bétail qui beuglait en tirant sur ses liens. Au centre, comme sur une scène macabre, Alain de Mauny s'était frappé encore et encore, son corps devenant une masse de contusions et de sang. Pierre Buisson détourna le regard. Il voulait partir, rentrer chez lui, oublier ce qu'il voyait, mais ses jambes refusaient de bouger. Une partie de lui, une partie honteuse qu'il ne voulait pas reconnaître, était fascinée, hypnotisée par la violence pure et la libération qu'elle semblait offrir. « Tu crois qu'il a vraiment trahi ?» demanda-t-il à Léon. Son beau-frère ne répondit pas. Ses yeux brillaient d'un éclat étrange, et un sourire mince tirait le coin de ses lèvres. Les heures passèrent. Le soleil commença sa descente vers l'horizon, teignant le ciel d'oranges et de rouges qui ressemblaient trop à du sang. La torture continua méthodique, presque ritualisée. On obligea Alain à marcher sur des braises. On lui brisa les doigts un par un. On lui arracha des touffes de cheveux. Chaque cri était accueilli par des rires et des encouragements. Puis, alors que les ombres s'allongeaient et que l'air commençait à fraîchir, quelqu'un apporta une vieille charrette. On y attacha Alain, son corps brisé à peine reconnaissable. Jean Campeau s'approcha, son couteau toujours en main. « Il faut purifier le traître », annonça-t-il solennellement. Le feu purifie tout. Ils empilèrent du bois sec autour de la charrette, de la paille, des branches, des planches arrachées au stand. Pierre vit tout cela comme dans un rêve éveillé, incapable de déterminer si c'était réel ou si l'alcool avait finalement eu raison de sa santé mentale. Mais c'était réel. Les flammes mordirent le bois avec un crépitement avide. La fumée monta en volute noire vers le ciel rougissant. Et au centre, Alain de Mauny hurla, un hurlement qui n'avait plus rien d'humain, un son primitif et déchirant qui glaça même les plus assoiffés de sang. La foule regardait, hypnotisée. Certains pleuraient, d'autres riaient. La plupart restaient immobiles, leurs visages éclairés par les flammes dansantes, leurs traits déformés par l'horreur et une fascination morbide. Le corps brûla pendant 1 heure. L'odeur de chair grillée se mêlait à celle du bois et de la sueur. C'était une odeur que Pierre Buisson n'oublierait jamais, une odeur qui entrait ses nuits pour le reste de sa vie. Quand les flammes commencèrent à faiblir, quand le corps n'était plus qu'une forme noire et tordue au milieu des braises rougeoyantes, Jean Campeau s'approcha à nouveau. Il écarta les cendres chaudes avec un bâton, découvrant des morceaux de chair à demi carbonisés. Puis, il fit quelque chose que personne n'aurait pu anticiper. Il découpa un morceau, un petit morceau de cuisse, la chair encore rouge sous la surface brûlée. Il le tint au bout de son couteau, le regardant à la lumière mourante du feu. « Le sang de l'ennemi donne la force », murmura-t-il. Et dans ses yeux brillait quelque chose d'ancien, quelque chose qui n'appartenait pas au monde civilisé. C'est ce que disaient les anciens, avant les curés, avant les nobles, quand la terre appartenait à ceux qui savaient prendre. Il porta le morceau à sa bouche. La foule retint son souffle. Certains détournèrent le regard, horrifiés. D'autres se penchèrent en avant, fascinés. Pierre sentit son estomac se retourner, mais il ne pouvait pas regarder ailleurs. Jean Campeau mâcha lentement, ses yeux fermés.
Un mince filet de graisse et de sang coula au coin de sa bouche. Quand il rouvrit les yeux, il souriait. « Qui d'autre veut la force de la France ?» demanda-t-il, sa voix portant à travers la place silencieuse. Un homme s'avança, puis un autre, puis une femme. Puis 10, 20, 40, ils se succédèrent, chacun prenant son morceau, chacun le mangeant avec une solennité presque religieuse, comme un sacrement, comme une communion. Pierre Buisson regarda tout cela, paralysé entre l'horreur et une terrible curiosité. Quand Léon s'avança pour prendre sa part, quand il revint les lèvres tachées de rouge, Pierre sentit quelque chose se briser en lui. La nuit tomba sur Hautefeuille. Une nuit noire et sans étoiles, comme si le ciel lui-même avait détourné le regard de ce qui s'était passé dans cette petite place de village. Et dans l'obscurité, seul le crépitement mourant du feu témoignait du banquet de sang qui venait de sceller le destin de 40 âmes. D'où me suivez-vous? Laissez un commentaire. Hautefeuille, Dordogne, 17 août 1870, à l'aube. Le coq de la ferme du Buffet chanta 3 fois avant que le soleil ne perce l'horizon. Pierre Buisson était déjà éveillé. Il n'avait pas dormi de la nuit, allongé sur son lit de paille, les yeux fixés sur les poutres noircies du plafond, revoyant encore et encore ce qui s'était passé la veille. Les cris, le feu, le goût imaginaire de chair humaine sur sa langue, bien qu'il n'en ait pas mangé, bien qu'il soit resté en retrait, observateur horrifié de ce qui n'aurait jamais dû arriver. Sa femme, Marguerite, dormait à côté de lui, son souffle régulier et innocent. Elle ne savait rien, elle était partie avant la tombée de la nuit, ramenant leur fille Élise qui avait passé l'après-midi chez sa grand-mère. Marguerite ne savait rien du banquet, rien de ce que les hommes de Hautefeuille étaient devenus. Pierre se leva sans faire de bruit, enfila ses vêtements de travail et sortit dans l'air frais du matin. La rosée couvrait l'herbe comme des milliers de petits diamants. Le monde semblait étrangement normal, presque obscènement paisible après l'horreur de la veille. Il marcha vers la forge, ses pas lourds sur le chemin de terre. En passant devant la maison des Campeaux, il vit Jean, le boucher, assis sur les marches de son perron, fumant une pipe. Leurs regards se croisèrent. Jean ne sourit pas, ne salua pas. Il se contenta de hocher lentement la tête, comme un homme qui partage un secret terrible. La place centrale était déserte. Les cendres du feu avaient été dispersées pendant la nuit, les traces de sang lavées à grande eau. Seule une tache noire sur les pavés indiquait où Alain de Monéis avait brûlé, où il avait été dévoré. Pierre s'agenouilla devant cette tache, ses mains tremblantes. Il n'était pas un homme religieux, mais il murmura une prière de toute façon. Une prière pour l'âme du mort, une prière pour sa propre âme, souillée par l'inaction. « Tu pries pour le traître ?» La voix le fit sursauter. Il se retourna pour voir Léon Perrault, son beau-frère, debout derrière lui. Léon portait encore les mêmes vêtements que la veille, tachés de vin et de quelque chose de plus sombre. Ses yeux étaient injectés de sang, mais il ne semblait pas ivre. Il semblait différent, changé. « Je prie pour nous tous », répondit Pierre en se relevant. « Nous n'avons rien à nous reprocher », dit Léon avec une conviction troublante. « Nous avons défendu la France. Nous avons puni un traître. C'est notre devoir. »« Alain de Monéis n'était pas un traître, » murmura Pierre. « Tu le sais, nous le savons tous. » Le visage de Léon se durcit. « Fais attention à ce que tu dis, Pierre. Les murs ont des oreilles, et les traîtres ont des amis. » Avant que Pierre ne puisse répondre, le son de sabots sur les pavés les fit se tourner. 3 cavaliers entraient dans le village, menés par un homme en uniforme de gendarme. Le brigadier Laforêt, de Nontron. Son visage était grave, ses yeux balayant la place vide avec suspicion. « Où sont les autres ?» demanda-t-il en descendant de cheval. Personne ne répondit. Les portes restèrent fermées, les volets clos. Hautefeuille était devenu un village de fantômes, chaque habitant se terrant dans sa maison, prétendant que rien ne s'était passé. Les jours suivants furent une mascarade de normalité. Les gens vaquaient à leurs occupations, travaillaient leurs champs, ouvraient leurs commerces. Mais les conversations s'arrêtaient quand quelqu'un approchait. Les regards fuyaient. Le silence s'était installé comme une couverture étouffante sur le village. Les gendarmes interrogèrent tout le monde.
Pierre raconta ce qu'il avait vu, les mains tremblantes, la voix brisée. Il nomma des noms. Jean Campeau, Léon Perrault, Bernard Mathieu, Élisabeth Périer. 40 noms au total, peut-être plus. Il ne savait plus. La foule était si dense, les visages si déformés par la haine. « Vous-même avez-vous participé ?» demanda le brigadier Laforêt, sa plume suspendue au-dessus de son carnet. Pierre hésita. 1 seconde. 2. L'image de Léon le menaçant sur la place. L'image des 40 qui avaient mangé. L'image de ce qui arriverait s'il avouait avoir été là, avoir vu, avoir fait partie de cette masse monstrueuse. « J'ai essayé de l'arrêter, mentit-il. Mais j'étais seul, ils étaient trop nombreux. Le mensonge avait un goût amer, mais il le prononça avec toute la conviction qu'il put rassembler. Le brigadier nota quelque chose, hocha la tête, passa au suivant. Les arrestations commencèrent 2 semaines plus tard. Les gendarmes arrivèrent à l'aube, sortant les hommes et les femmes de leur lit, les menottes aux poignets, les pleurs des enfants, les cris des épouses. Le village entier regardait, silencieux et impuissant. Jean Campeau fut le premier. Il ne résista pas, ne protesta pas. Il marcha vers la charrette de prison la tête haute, ses yeux défiant quiconque osait le regarder. Derrière lui, Bernard Mathieu pleurait comme un enfant. Élisabeth Périer vomit sur les pavés avant qu'on ne la force à monter. Léon fut arrêté le 3e jour. Marguerite sanglota en le voyant partir, implorant Pierre de faire quelque chose. Mais que pouvait-il faire ? Son propre beau-frère avait mangé de la chair humaine. Son propre beau-frère était devenu un monstre. Au total, 21 personnes furent arrêtées, 21 âmes qui avaient scellé leur destin dans le sang et le feu. Le reste du village respira un peu plus librement, soulagé d'avoir échappé à la justice. Soulagé que les gendarmes ne sachent pas tout, que les 40 ne deviennent pas 400. Mais le soulagement avait un prix. Pierre commença à avoir des cauchemars. Chaque nuit, il revoyait Alain de Moniz brûlé. Chaque nuit, il sentait l'odeur de chair grillée emplir ses narines. Et dans ses rêves, c'était lui qui tenait le couteau de Jean Campeau. C'était lui qui découpait, lui qui mangeait. Il se réveillait en sueur, le cœur battant. Marguerite secouant son épaule avec inquiétude. « Tu cries dans ton sommeil, lui disait-elle. Tu appelles des noms, tu pleures. Ce n'est rien, mentait-il encore. Juste la guerre qui me travaille. Mais ce n'était pas la guerre. C'était Haute-Faille. C'était le banquet. C'était le secret que 40 personnes partageaient et que personne ne devait jamais connaître. Un mois plus tard, le procès commença à Périgueux. Pierre fut appelé comme témoin. Il monta à la barre, jura sur la Bible de dire toute la vérité et raconta l'histoire. Encore et encore, jusqu'à ce que les mots perdent tout sens, jusqu'à ce qu'ils deviennent juste des sons creux sortant de sa bouche. Les accusés le regardaient depuis leur banc, certains avec haine, d'autres avec résignation. Léon, son propre beau-frère, le fixait avec des yeux vides, comme s'il ne le reconnaissait plus. Les avocats argumentèrent. La folie collective, l'hystérie de guerre, l'alcool, la peur, tout ce qui pouvait atténuer l'horreur de ce qui s'était passé. Mais les faits restaient les faits. 40 personnes avaient participé au meurtre. 40 personnes avaient mangé. Le verdict tomba comme un couperet. 4 condamnés à mort. Jean Campeau, Bernard Mathieu, Élisabeth Périer. Un 4e dont Pierre n'entendit pas le nom, le bourdonnement dans ses oreilles couvrant la voix du juge. 17 condamnés aux travaux forcés à perpétuité. Léon Perrault était parmi eux. Quand on l'emmena, il se tourna une dernière fois vers Pierre. Leurs regards se croisèrent à travers la salle bondée, et dans les yeux de Léon, Pierre ne vit pas de reproche, il vit quelque chose de pire. Il vit de la compréhension, une reconnaissance silencieuse que Pierre était aussi coupable que n'importe lequel d'entre eux, qu'il avait regardé, qu'il n'avait rien fait, que son silence faisait de lui un complice. Les exécutions eurent lieu à Haute-Faille même, sur la place où Alain de Moniz était mort. Les 4 guillotines furent montées en une journée, leurs lames brillant sous le soleil automnal. Le village entier fut convoqué pour assister. Une leçon, un avertissement.
Pierre y alla, forcé par les gendarmes, forcé par sa propre conscience torturée. Il regarda Jean Campeau monter sur l'échafaud. Il regarda la lame tomber. Il regarda la tête rouler dans le panier. Et il ne ressentit rien. Juste un vide immense, comme si quelque chose d'essentiel en lui était mort ce jour d'août où le monde était devenu fou. Les mois passèrent. L'hiver arriva, recouvrant Hautefeuille d'un linceul blanc. La guerre se termina. La France avait perdu. Les Prussiens avaient gagné. Alain de Monets était mort pour rien. Pierre essaya de continuer sa vie. Il se levait, allait à la forge, frappait le métal rouge jusqu'à ce que ses bras tremblent d'épuisement. Mais chaque soir, quand il rentrait chez lui, il sentait le poids des regards. Les autres villageois savaient. Ils savaient qu'il avait témoigné. Ils savaient qu'il avait nommé des noms. Certains l'évitaient. D'autres lui crachaient dessus. Sa propre femme commençait à le regarder avec méfiance, se demandant ce qu'il cachait dans ses silences et ses cauchemars. Une nuit de février, alors que la neige tombait doucement dehors, Pierre descendit à la cave. Il en remonta avec une bouteille d'eau de vie artisanale, celle qu'il gardait pour les grandes occasions. Il but jusqu'à ce que la pièce tourne, jusqu'à ce que les visages des morts s'estompent, jusqu'à ce que le silence devienne supportable. Marguerite le trouva effondré sur la table de la cuisine au petit matin, la bouteille vide à côté de lui. « Qu'est-ce qui t'arrive » demanda-t-elle, les larmes aux yeux. « Qu'est-ce qui nous arrive » Pierre leva vers elle un regard embué. « Nous avons mangé le diable, » murmura-t-il, « et maintenant il nous mange de l'intérieur. » Elle ne comprit pas. Comment aurait-elle pu? Elle n'avait pas vu. Elle n'avait pas senti. Elle n'avait pas porté le poids de ce secret qui transformait des hommes ordinaires en monstres. Le printemps revint, mais Hautefeuille resta figé dans un hiver perpétuel. Les champs poussaient, les fleurs s'ouvraient, mais le village portait sa culpabilité comme une seconde peau. Personne ne parlait de ce qui s'était passé. Personne ne prononçait le nom d'Alain de Monets. C'était comme si cette journée d'août n'avait jamais existé. Mais elle existait, dans les cauchemars, dans les regards fuyants, dans le goût de cendre que Pierre sentait constamment au fond de sa gorge, et parfois, tard dans la nuit, quand le vent soufflait à travers les volets mal joints, Pierre aurait juré entendre des chuchotements, des voix anciennes, parlant une langue qu'il ne comprenait pas mais qui lui glaçait le sang, des voix qui disaient que le banquet n'était pas terminé, qu'il ne faisait que commencer. Si cette histoire macabre vous a donné des frissons, partagez-la avec un ami qui aime les contes d'horreur. Paris, Quartier Latin, 15 octobre 2020. Docteur Mathieu Arnaud, 37 ans, historien spécialisé dans les violences collectives du XIXe siècle, fixait l'enveloppe jaunie posée sur son bureau comme s'il s'agissait d'une bombe. Elle était arrivée ce matin, déposée dans son casier à l'université Paris-Sorbonne, sans timbre, sans adresse d'expéditeur. Juste son nom griffonné à l'encre noire en lettres gothiques tremblantes, Dr M. Arnaud, département d'histoire. L'enveloppe elle-même semblait ancienne. Le papier était épais, presque granuleux sous ses doigts, avec cette teinte brunâtre que seul le temps peut donner. Elle sentait le moisi et quelque chose d'autre, quelque chose d'organique et de vaguement écœurant. Mathieu l'avait ouverte avec précaution, ses mains gantées par habitude professionnelle. À l'intérieur, un petit carnet relié en cuir noir, pas plus grand qu'une paume d'homme. La reliure était usée jusqu'à la corde, les pages gondolées par l'humidité et les années. Il l'ouvrit à la première page. L'écriture était serrée, presque frénétique, couvrant chaque centimètre de papier jauni, daté du 20 août 1870. Mon nom est Pierre Buisson, forgeron de Hautefeuille. J'écris ceci pour que quelqu'un sache la vérité, pour que quelqu'un comprenne ce qui s'est vraiment passé ce jour-là. Le cœur de Mathieu s'accéléra. Hautefeuille. Il connaissait cette affaire, bien sûr. Tout historien français la connaissait. Le massacre d'Alain de Monets, l'un des lynchages les plus brutaux de l'histoire moderne française. Mais un témoignage direct, écrit par un participant, c'était du jamais vu. Les quelques documents survivants étaient des rapports de police et des transcriptions de procès. Rien d'aussi personnel,
rien d'aussi brut. Il tourna la page, ses yeux dévoraient les mots. Nous pensions que c'était de la folie collective, c'est ce que disaient les juges, c'est ce que disaient les curés. Mais ils se trompaient, ce n'était pas de la folie, c'était quelque chose de bien plus ancien. Jean Campeau savait, il a toujours su. Son grand-père lui avait raconté les vieilles coutumes, celles d'avant l'Église, celles d'avant Rome, quand les Gaulois dominaient ces terres et que les druides pratiquaient leurs rites dans les bois sacrés. Mathieu s'arrêta de lire, fronçant les sourcils. Vieilles coutumes, druides, cela commençait à ressembler au délire romantique du XIXe siècle sur les Celtes, ces fantasmes néo-paganistes qui avaient fleuri après la Révolution. Mais il continua. Le sacrifice humain n'a jamais vraiment disparu. Il s'est juste caché, déguisé, transmis de génération en génération dans certaines familles, certains villages. Les Campeau le savaient, les Mathieu aussi, et les Perrier. Ils attendaient juste le bon moment, la bonne excuse. Et ce jour-là, à la foire, tout s'est aligné. La guerre, la peur, l'alcool, et surtout la victime parfaite, un noble, un étranger, quelqu'un dont la mort pouvait être justifiée. Jean a guidé la foule, pas ouvertement, personne ne s'en est rendu compte. Mais il était là, murmurant à l'oreille de celui-ci, suggérant à celle-là, construisant la colère comme on construit un feu, morceau par morceau, jusqu'à ce qu'il devienne un brasier impossible à contrôler. Et quand Alain a brûlé, quand son corps a été prêt, Jean a fait ce qui devait être fait. Le rite ancien, le banquet sacré, manger la chair de l'ennemi pour absorber sa force, pour lier la communauté dans le sang et le secret. Mathieu reposa le carnet, son esprit tournant à toute vitesse. Si ce document était authentique, cela changeait complètement la compréhension du massacre de Hautefeuille. Ce n'était plus un simple cas d'hystérie collective. C'était... quoi? Un meurtre rituel planifié? Un sacrifice néo-druidique déguisé en justice populaire? C'était absurde, complètement fou. Et pourtant, il tourna les pages, cherchant plus de détails. L'écriture devenait de plus en plus erratique, les lignes se chevauchant, certains mots illisibles. Ils disent que nous avons mangé par folie, par colère. Mais je sais ce que j'ai vu dans les yeux de Jean quand il a levé le premier morceau. Ce n'était pas de la folie, c'était de la dévotion, comme un prêtre élevant l'hostie. Et les 40 qui ont mangé, nous n'étions pas 40 par hasard, 40 est un nombre sacré, 40 jours dans le désert, 40 ans dans le Sinaï, 40 témoins pour sceller un pacte éternel. Maintenant, je comprends pourquoi Jean souriait quand ils l'ont emmené, pourquoi il n'a pas lutté quand la lame est tombée. Il savait que ce n'était pas la fin, que le rite était accompli, que quelque chose avait été réveillé ce jour-là, quelque chose qui ne dormirait plus jamais. La chair garde la mémoire, disait son grand-père. Qui la touche est marqué, qui la mange est transformé, et qui cherche à comprendre devient la prochaine offrande. La dernière phrase était soulignée 3 fois, l'encre si appuyée qu'elle avait déchiré le papier. Si vous lisez ceci, c'est que vous avez été choisi. Le village attend. Hautefeuille attend. Le banquet n'est jamais terminé. Il a juste besoin de nouveaux invités. Mathieu referma le carnet d'un coup sec, son cœur battant la chamade. C'était ridicule. Un canular élaboré sans doute. Peut-être un de ces étudiants jouant un tour stupide, sachant qu'il travaillait sur les violences collectives. Mais son instinct d'historien lui disait autre chose. Le papier était authentique, il en était certain. L'écriture aussi. Les détails historiques correspondaient. Et cette enveloppe, elle n'était pas arrivée là par hasard. Il se leva, marchant vers la fenêtre de son bureau qui donnait sur le jardin du Luxembourg. Les feuilles d'automne tourbillonnaient dans le vent froid. Des étudiants passaient en groupe, riant et discutant, inconscients et heureux. Mathieu pensa à son dernier livre, Foule meurtrière, psychologie de la violence collective en France rurale. Il y avait consacré un chapitre entier à Hautefeuille, analysant le massacre sous l'angle de la psychologie sociale moderne. Désindividuation, désinhibition, contagion émotionnelle. Tous les termes scientifiques pour expliquer comment des êtres humains ordinaires pouvaient devenir des monstres. Mais si ce carnet disait vrai,
Si ce n'était pas une explosion spontanée de violence, mais quelque chose de planifié, de ritualisé, son téléphone sonna, le faisant sursauter. C'était Léa, sa doctorante. « Mathieu, tu as une minute ? » ?»« Oui, qu'est-ce qu'il y a ? » ?»« J'ai reçu un email étrange ce matin, de quelqu'un qui prétend être de Haute-Faille. Il dit qu'il a des documents sur le massacre, des lettres de famille. Il veut te les montrer. » Le sang de Mathieu se glaça. « Quand ? » ?»« Il propose le week-end prochain. Il dit qu'il faut venir au village, que certaines choses ne peuvent pas être discutées au téléphone. » Mathieu regarda le carnet sur son bureau. Le village attend. « Accepte, dit-il, sa voix plus ferme qu'il ne se sentait. Dis-lui que je serai là. » Après avoir raccroché, il rouvrit le carnet à la dernière page. Il avait manqué quelque chose la première fois. En bas, griffonné dans la marge, presque invisible, liste des 40. Au cas où quelqu'un aurait besoin de savoir qui a participé au banquet sacré. Suivaient 40 noms. Certains, il les reconnaissait des documents historiques. D'autres étaient nouveaux. Il les photocopia rapidement, son esprit d'historien reprenant le dessus malgré son malaise grandissant. Puis il remarqua quelque chose d'étrange. À côté de chaque nom, une petite marque. Certaines ressemblaient à des croix, d'autres à des cercles, d'autres encore à des symboles qu'il ne reconnaissait pas, comme une classification ou une hiérarchie. Et tout en haut de la liste, écrit en lettres plus grandes que les autres, Jean Campeau, le prêtre, Bernard Mathieu, le gardien, Élisabeth Périer, la prophétesse. Mathieu sentit un frisson lui parcourir l'échine. Une structure, une organisation. Ce n'était vraiment pas une foule déchaînée, c'était une congrégation. Il passa le reste de l'après-midi à rechercher ces noms dans les archives en ligne. Campeau, Mathieu, Périer. Ces patronymes existaient toujours dans la région de Haute-Faille. Certains descendants vivaient même encore dans le village, ou à proximité. Un article de journal local datant de 1995 attira son attention. Commémoration contestée à Haute-Faille. Il parlait d'une tentative de la mairie d'ériger une plaque en mémoire d'Alain de Monès. La proposition avait été violemment rejetée par les habitants. Certains avaient même menacé de détruire la plaque si elle était installée. Certaines histoires sont mieux laissées enterrer, avait déclaré le maire de l'époque à un journaliste. Haute-Faille a payé son tribut en 1870. Nous ne voulons pas rouvrir ces vieilles blessures. Mais ce n'étaient pas des blessures qu'il voulait garder fermées, réalisa Mathieu. C'étaient des secrets. Le vendredi suivant, il prit la route vers le sud-ouest, son GPS, le guidant à travers les routes sinueuses de la Dordogne. À mesure qu'il s'enfonçait dans la campagne, les villages devenaient plus petits, plus isolés, les fermes plus espacées, le ciel plus bas. Haute-Faille apparut comme une tache de pierre grise au milieu des collines vertes. 300 habitants peut-être, une église romane, une place centrale, des maisons anciennes aux volets fermés malgré l'heure matinale. Il gara sa voiture près de la place. C'était ici, là où Alain de Monès avait brûlé, là où 40 personnes avaient mangé. La place était déserte, pas d'enfants jouant, pas de personnes âgées bavardant sur les bancs, juste le silence et le vent qui faisaient danser les feuilles mortes. Mathieu sentit un poids s'installer sur ses épaules. Ce village ne respirait pas la vie ordinaire d'une petite commune rurale. Il respirait l'attente, comme s'il retenait son souffle depuis 150 ans. « Vous êtes l'historien de Paris ?» La voix le fit sursauter. Il se retourna pour voir un homme d'environ 70 ans, vêtu d'une salopette bleue et d'une casquette délavée. Son visage était buriné par le soleil et le temps, ses yeux d'un bleu délavé qui semblait voir à travers lui. « Oui, Mathieu Arnaud, vous êtes Campeau, Bernard Campeau. » L'homme tendit une main calleuse. « Arrière-arrière-petit-fils de Jean Campeau. Celui qui a été guillotiné. » Mathieu serra la main, essayant de cacher sa surprise. « Vous savez ce qui s'est passé ?» Bernard eut un sourire sans joie. « Tout le monde ici sait. On ne parle pas de ces choses aux étrangers, mais on sait. Les histoires passent de père en fils, de mère en fille, modifiées, embellies, mais jamais oubliées. Et vous voulez me montrer des documents ? Pas moi, quelqu'un d'autre. Venez. »
Bernard le guida à travers les ruelles étroites, leurs pas résonnant sur les pavés anciens. Les maisons semblaient les observer, leurs fenêtres obscures comme des yeux morts. Quelques rideaux bougeaient sur leur passage, mais personne ne sortit pour les saluer. Ils arrivèrent devant une maison de pierre plus grande que les autres, à la périphérie du village. La porte s'ouvrit avant qu'ils ne frappent, révélant une femme d'environ 50 ans, élégante malgré la simplicité de sa tenue. Ses cheveux gris étaient tirés en chignon strict, ses yeux noirs brillaient d'une intelligence aiguë. « Docteur Arnaud, dit-elle avec un léger sourire, je m'appelle Claire Mathieu. Entrez, je vous prie. » L'intérieur de la maison était surprenant, moderne, lumineux, avec des livres partout. Une bibliothèque couvrait un mur entier, rempli de volumes d'histoire, d'anthropologie, de folklore. Sur le manteau de la cheminée, des photos encadrées. Des visages anciens, des gens du 19e siècle en costume sombre. « Vous vous attendiez à quoi » demanda Claire avec amusement. « Des crânes et des bougies noires ?» Mathieu rougit légèrement. « Je ne sais pas trop à quoi je m'attendais, pour être honnête. Asseyez-vous. Bernard, tu peux nous laisser. » Le vieil homme hocha la tête et sortit sans un mot, fermant la porte derrière lui. Claire s'installa dans un fauteuil face à Mathieu, ses mains croisées sur ses genoux. « Vous avez reçu le carnet de Pierre Buisson, dit-elle. Ce n'était pas une question. Comment savez-vous ? Parce que c'est moi qui l'ai envoyé. Il était temps que quelqu'un de l'extérieur connaisse la vérité, pas la version édulcorée des livres d'histoire. La vraie vérité. » Mathieu sortit le carnet de son sac. « Alors c'est vrai ? Ce qui est écrit là-dedans ?» Claire se leva et marcha vers la bibliothèque. Elle en sortit une boîte en bois, ancienne et magnifiquement sculptée. Elle l'ouvrit pour révéler d'autres carnets, des lettres jaunies, des photographies. « Ma famille garde ces documents depuis 6 générations, » dit-elle. Bernard Mathieu, l'un des condamnés à perpétuité, était mon arrière-arrière-grand-père. Il a écrit tout ce qu'il savait avant de mourir au bagne. Sa fille, ma arrière-grand-mère, a continué. Puis ma grand-mère. Puis ma mère. Et maintenant moi. Elle posa la boîte sur la table basse entre eux. Ce que Pierre Buisson a écrit est vrai. Le massacre de Hautefeuille n'était pas un simple lynchage. C'était un rite, un sacrifice, la continuation d'une tradition qui remonte bien avant le christianisme. Mais pourquoi? Pourquoi maintenant? Pourquoi me montrer ça? Claire le regarda intensément. Parce que la tradition ne s'est jamais arrêtée, docteur Arnaud. Elle s'est juste adaptée. Le silence qui suivit fut pesant. Mathieu sentit sa bouche devenir sèche. « Qu'est-ce que vous voulez dire ?»« Tous les 50 ans, murmura Claire, le village se rassemble, pas ouvertement, pas publiquement, mais les descendants des 40 savent. Ils reviennent, et ils perpétuent. Perpétuons quoi? Le banquet. » Les yeux de Claire brillaient étrangement dans la lumière déclinante. 1870, 1920, 1970, 2020. Le cœur de Mathieu s'arrêta. 2020, c'est cette année. Claire sourit. Ce n'était pas un sourire amical. Exactement. Et vous êtes ici. Un étranger. Un historien venu fouiller ce qui devrait rester enterré. Vous ne trouvez pas ça pratique? Mathieu se leva brusquement, son cœur battant à tout rompre. C'est de la folie. Vous essayez de me faire peur. C'est un canular élaboré. Asseyez-vous, docteur Arnaud. La voix de Claire était calme, mais portait un poids d'autorité. Je ne vais pas vous faire de mal. Pas moi. Je ne suis pas comme les autres. Les autres, les vrais croyants. Ceux qui pensent réellement que manger la chair de l'étranger donne la force, que le sacrifice apporte la prospérité, que Hautefeuille prospère grâce au sang versé tous les 50 ans. Elle secoua la tête. Je ne crois pas à ces superstitions, mais eux, oui, et ils sont nombreux. Mathieu se rassit lentement, son esprit refusant de croire ce qu'il entendait. Vous devez aller à la police. Et leur dire quoi? Qu'un village entier complote un meurtre rituel basé sur des traditions païennes? Qui me croirait? Et même si on me croyait, même si la police venait fouiller, que trouverait-il? Rien. Pas de preuves, pas de corps. Les gens de Hautefeuille sont patients. Ils peuvent attendre des années s'il le faut. Alors pourquoi me prévenir? Claire soupira.
Parce que je suis fatigué de porter ce secret, fatigué de voir mon village prisonnier d'une histoire qu'il refuse d'abandonner. Je pensais qu'un historien respecté, quelqu'un qui pourrait documenter tout ça, pourrait, je ne sais pas, briser le cycle, exposer la vérité au grand jour, en me sacrifiant. Non, Claire se pencha en avant, son visage sincère, en vous donnant les outils pour comprendre, pour révéler, ces documents, ces carnets, ces lettres. Il prouve que Haute-Faille n'est pas un village normal. Il prouve que quelque chose de pourri s'est installé ici il y a 150 ans et refuse de partir. Mathieu prit la boîte, l'ouvrit, commença à feuilleter les documents. Des recettes de cuisine avec des ingrédients non identifiés, des dessins de symboles étranges, des listes de dates, des comptes rendus de réunions secrètes et des photos. Des photos de groupes prises tous les 50 ans, 1920, 20 personnes devant l'église, 1970, 30 personnes devant la même église, toutes portant des vêtements ordinaires, toutes souriant normalement, mais quelque chose dans leurs yeux. Le prochain rassemblement est prévu pour la nuit de la Saint-Martin, dit Claire doucement. Le 11 novembre, dans 3 semaines, ils choisiront leur victime ce soir-là. Généralement, un étranger. Quelqu'un qui ne sera pas manqué, quelqu'un qui est venu à Haute-Faille de sa propre volonté. Les implications de ces paroles prirent une seconde à s'enfoncer dans l'esprit de Mathieu. Puis, il comprit. Vous m'avez attiré ici. Le carnet, l'invitation, tout ça, c'était un piège. Claire le regarda avec une tristesse profonde. Non, c'était un avertissement. Maintenant, vous savez, vous pouvez partir, oubliez Haute-Faille, oubliez ce que vous avez appris, ou vous pouvez rester, documenter, prendre des photos, recueillir des témoignages, construire un dossier solide, et puis exposer tout ça au monde, détruire Haute-Faille d'une autre manière, pas par le sang, mais par la vérité. Mathieu sentit le poids de ce choix. Sa carrière d'historien avait été bâtie sur la découverte de vérités cachées, sur l'illumination des coins sombres de l'histoire. Mais jamais il n'avait été confronté à quelque chose d'aussi vivant, d'aussi dangereux. « Si je reste, dit-il lentement, ils sauront, ils me surveilleront. Probablement, je pourrais devenir leur victime. C'est un risque. Pourquoi ne partez-vous pas? Si vous ne croyez pas à ces conneries, pourquoi rester à Haute-Faille » Claire sourit tristement. « Parce que c'est ma maison, mon village, ma famille, aussi tordue soit-elle. Je ne peux pas partir. Mais vous le pouvez. Alors décidez, historien courageux ou homme sage qui choisit de vivre ?» Mathieu regarda par la fenêtre. Le soleil se couchait sur Haute-Faille, peignant les pierres anciennes en rouge sang. Dans la rue, il vit des silhouettes se déplacer entre les ombres. Des gens qui rentraient chez eux après une journée de travail, ordinaires, normaux, ou pas. Il prit une décision qu'il savait être possiblement la dernière de sa vie. « Je reste !» Soutenez notre chaîne en cliquant sur le bouton « Merci » en forme de cœur, afin que nous puissions continuer à vous proposer des histoires aussi sombres et captivantes que celle-ci. Haute-Faille, Dordogne, 28 octobre 2020. Mathieu Arnaud s'était installé dans la seule chambre d'hôte du village, tenue par une vieille femme prénommée Marthe, qui ne parlait que par monosyllabes et le regardait avec une méfiance non dissimulée. La chambre était propre mais spartiate. Un lit étroit, une armoire en bois sombre, une fenêtre donnant sur la place centrale. Exactement la place où Alain de Monéis avait brûlé 150 ans auparavant. Chaque nuit, Mathieu s'endormait en regardant cette place vide, se demandant s'il ne faisait pas la plus grosse erreur de sa vie. Mais chaque matin, il se réveillait avec une détermination renouvelée. Il était historien. Son travail était de découvrir la vérité. Peu importaient les risques, Claire lui avait donné accès aux archives familiales. Des caisses entières de documents que personne en dehors de Haute-Faille n'avait jamais vus. Il passait ses journées à les éplucher, prenant des photos avec son téléphone, transcrivant les passages les plus importants dans son ordinateur portable. L'image qui émergeait était terrifiante. Le massacre de 1870 n'avait effectivement pas été spontané. Jean Campeau et une poignée d'autres avaient planifié cela pendant des mois, attendant la bonne occasion.
La guerre franco-prussienne avait fourni le prétexte parfait. La peur, l'alcool et l'hystérie collective avaient fait le reste. Mais ce qui était encore plus troublant, c'était ce qui était venu après. En 1920, 50 ans jour pour jour après le massacre, 20 personnes s'étaient rassemblées à Hautefeuille, tous des descendants des 40 originels. Ils avaient célébré ce qu'ils appelaient le renouveau dans une ferme abandonnée à la périphérie du village. Les détails étaient flous, mais un rapport de gendarmerie mentionnait la disparition d'un colporteur italien dans la région à cette période. Son corps n'avait jamais été retrouvé. En 1970, la même chose, 30 participants cette fois, et la disparition d'une autostoppeuse allemande qui traversait la France. Le schéma était clair. Tous les 50 ans, Hautefeuille se réveillait, et quelqu'un disparaissait. Mathieu avait essayé de contacter les gendarmeries locales, de vérifier ces disparitions, mais les dossiers étaient incomplets, perdus, ou tout simplement inexistants. Comme si quelqu'un avait fait le ménage au fil des décennies, comme si Hautefeuille avait des protecteurs au sein même des forces de l'ordre. Une semaine avant le 11 novembre, les choses commencèrent à changer dans le village. Subtilement d'abord, puis de manière de plus en plus évidente. Des voitures inconnues apparurent, garées devant les maisons anciennes. Des visages nouveaux dans les rues, mais des visages qui semblaient savoir exactement où aller, qui saluaient. Les descendants qui revenaient. Mathieu les photographia discrètement depuis sa fenêtre. 15, 20, 30 personnes, hommes et femmes de tous âges. Certains élégants dans leurs habits de ville, d'autres simples dans leurs bleus de travail. Mais tous partageaient quelque chose dans le regard. Une intensité, une attente. Bernard Campeau l'arrêta un matin sur la place. Le vieil homme n'avait plus son sourire bonhomme. « Vous devriez partir, monsieur l'historien, » dit-il doucement. « Ce week-end n'est pas pour les étrangers. Je fais juste mon travail, des recherches sur l'histoire locale. L'histoire est morte et enterrée, laissez-la reposer. » Les yeux bleus délavés de Bernard fixèrent Mathieu avec une froideur nouvelle. Certaines vérités sont dangereuses, pour celui qui les cherche autant que pour celui qui les révèle. Est-ce une menace? Un conseil? De quelqu'un qui vous veut du bien? Après cet échange, Mathieu redoubla de vigilance. Il vérifia les serrures de sa chambre, plaça une chaise contre la porte la nuit. Il gardait son téléphone chargé à bloc, prêt à appeler la police au moindre signe. Toutes ses recherches étaient sauvegardées sur un cloud, accessible depuis Paris si quelque chose lui arrivait. Le 10 novembre, la veille du rassemblement, Mathieu reçut un message de Claire. « Ferme abandonnée derrière le cimetière. Minuit. Si vous voulez voir, c'est votre dernière chance. » Il aurait dû fuir, monter dans sa voiture et rouler jusqu'à Paris sans s'arrêter. Mais la curiosité, cette maudite curiosité qui définissait son métier, était plus forte que la peur. À 11h30, il quitta sa chambre sans faire de bruit. Marthe dormait au rez-de-chaussée, ronflant doucement. La nuit était froide et claire, la lune presque pleine éclairant les rues désertes d'une lumière argentée. Le cimetière se trouvait à 15 minutes de marche, sur une colline surplombant le village. Les tombes anciennes se dressaient comme des dents brisées contre le ciel étoilé. Mathieu les dépassa, suivant un sentier envahi par les ronces qui menait à une ferme en ruine. Claire l'attendait, dissimulée dans l'ombre d'un vieux chêne. « Vous êtes venu, » murmura-t-elle. « Je ne pensais pas que vous le feriez. Où sont-ils » ? À l'intérieur. Ils préparent la cérémonie. Le vrai rassemblement aura lieu demain soir, mais ce soir, ils choisissent. Choisissent qui? Claire ne répondit pas. Elle le guida vers une fenêtre brisée au rez-de-chaussée de la ferme. Mathieu se pencha prudemment, jetant un coup d'œil à l'intérieur. La pièce était éclairée par des bougies, projetant des ombres dansantes sur les murs de pierre nue. Une trentaine de personnes formaient un cercle. Au centre, une table en bois couverte d'un tissu rouge. Et sur cette table, Mathieu dut se retenir de vomir. C'était un mouton, égorgé, éviscéré, sa carcasse fumante dans l'air froid. Le sang coulait en rigoles épaisses, recueillies dans un bol en cuivre terni. Mais ce n'était pas ça le plus troublant. C'était la manière dont il le regardait, comme s'il ne s'agissait pas d'un animal, mais de quelque chose de bien plus précieux.
de sacré. Bernard Campo se tenait devant la table, vêtu d'une robe blanche qui contrastait violemment avec son visage buriné. Il leva le bol de sang, le tenant à bout de bras. « Nous nous réunissons comme nos ancêtres se sont réunis, » dit-il d'une voix profonde, qui portait malgré le chuchotement, « pour honorer le pacte, pour nourrir la terre de notre offrande, pour renouveler le lien qui nous unit depuis 7 générations. » Les autres répondirent à l'unisson. « Par le sang et la chair, nous sommes liés. » Bernard but du bol. Une longue gorgée qui colora ses lèvres de rouge sombre. Il le passa à la personne à sa droite, qui but aussi. Le bol circula, chacun prenant sa part. Mathieu photographia tout, son téléphone tremblant dans ses mains glacées. C'était dément, complètement fou. Des gens du 21e siècle, des professeurs, des médecins, des fermiers, buvant du sang animal dans un rituel qui ressemblait à quelque chose tout droit sorti du Moyen-Âge. Quand le bol eut fait le tour complet, Bernard reprit la parole. « Demain soir, nous compléterons le rite. L'offrande humaine, celle qui scellera le pacte pour 50 années de plus. Qui avons-nous choisi ?» Un homme s'avança. Mathieu reconnut avec un frisson le garagiste qui avait réparé sa voiture la semaine précédente. « Il y a l'historien, dit-il. L'homme de Paris, il fouine, il pose des questions, il serait parfait. » Des murmures approbateurs parcoururent le cercle. Mathieu sentit son sang se glacer. Claire lui posa une main sur le bras, serrant fort. Mais Bernard secoua la tête. « Non, pas lui. Il est sous la protection de Claire Mathieu, descendante directe de Bernard Mathieu le gardien. Nous respectons le privilège des familles fondatrices. » Le garagiste sembla mécontent, mais hocha la tête. « Alors qui ?»« Il y a un autostoppeur, un jeune homme de Lyon. Il campe près du lac depuis 2 jours. Personne ne sait qu'il est ici. Personne ne le cherchera. » Les murmures se firent plus excités. Des hochements de tête. Des sourires qui n'avaient rien d'humain à la lumière vacillante des bougies. « Amenez-le demain au crépuscule, » ordonna Bernard. « Vous savez ce qu'il faut faire. Discret, propre, comme avant. » Mathieu avait assez vu. Il se recula de la fenêtre, son cœur battant si fort qu'il craignait qu'on ne l'entende. Claire le tira par la manche, l'entraînant loin de la ferme, à travers le cimetière, vers le village endormi. Ils ne parlèrent pas avant d'avoir atteint la maison de Claire. À l'intérieur, elle ferma tous les volets, alluma une seule lampe. « Vous avez vu, » dit-elle. « Ce n'était pas une question. Il faut appeler la police. Maintenant, ils vont tuer quelqu'un, un jeune homme innocent. Vous croyez que la police arrivera à temps? Qu'elle trouvera des preuves? Ces gens sont patients, méticuleux. Ils ont survécu 150 ans sans être découverts. Ils survivront encore. Alors on fait quoi? On les laisse tuer? » Claire le regarda longuement. « Non, on les piège. On les prend sur le fait, avec des preuves indiscutables, des photos, des vidéos, des témoignages, de quoi les coincer pour toujours. Et comment fait-on ça sans nous faire tuer? En étant plus malin qu'eux. » Claire sortit un vieux pistolet d'un tiroir. C'était celui de mon grand-père. Je l'ai gardé au cas où. Je ne l'ai jamais tiré, mais je suppose qu'il fonctionne encore. Mathieu fixa l'arme. Tout cela devenait bien trop réel, bien trop vite. Il n'était qu'un historien, pas un héros, pas un justicier. Mais il pensa au jeune autostoppeur, quelque part près du lac, ignorant totalement qu'il avait été condamné à mort par un village de fous. « D'accord, » dit-il, « on le fait. Mais d'abord, on prévient le jeune homme, on le fait sortir de là. Si on fait ça, ils sauront, ils nous traqueront. Alors, on sera 2 cibles au lieu d'1. » Mathieu sourit amèrement. Au moins, on ne s'ennuiera pas. Le reste de la nuit fut consacré à planifier. Trouver l'autostoppeur à l'aube, le convaincre de partir avant que les autres ne le trouvent, puis se cacher, documenter le rassemblement avec des caméras dissimulées, appeler la police avec des preuves solides, exposer Haute-Faille au grand jour. C'était un plan désespéré, mais c'était tout ce qu'ils avaient. À 6 heures du matin, Mathieu et Claire prirent la voiture de cette dernière et roulèrent vers le lac. C'était un petit plan d'eau entouré de roseaux, à 3 kilomètres du village. Un endroit paisible, parfait pour camper. Ils trouvèrent la tente facilement. Une petite tente bleue plantée près de l'eau. Un feu de camp éteint. Un sac à dos appuyé contre un arbre. « Hé !» appela Mathieu. « Il y a quelqu'un ?» Pas de réponse.
La tente était vide, les affaires intactes, mais le jeune homme avait disparu. « Merde !» murmura Claire, « ils sont déjà venus !» Un bruit derrière eux les fit se retourner. 3 hommes se tenaient, là, bloquant le chemin vers la voiture. Bernard Campeau était au centre, son visage ridé dur comme la pierre. « Je vous avais dit de partir, monsieur l'historien, » dit-il tristement. « Maintenant c'est trop tard. Pour vous deux. » Mathieu sentit le pistolet de Claire se presser contre son dos alors qu'elle reculait contre lui. Mais ils étaient 3 contre 2 et ces hommes avaient des couteaux. Des longs couteaux de chasse qui brillaient dans la lumière de l'aube. « Vous n'avez pas besoin de faire ça, » essaya Mathieu. « Laissez partir le jeune homme, laissez-nous partir. Nous n'avons rien vu, nous ne dirons rien. » Bernard secoua la tête. « Vous avez trop vu. Et vous, Claire Mathieu, vous avez trahi votre propre famille, votre propre sang. Il y a un prix à payer pour la trahison. » Les 3 hommes s'avancèrent lentement, leurs couteaux levés, et dans le ciel au-dessus d'eux, les premiers rayons du soleil perçaient les nuages, annonçant ce qui serait peut-être le dernier jour de Mathieu Arnaud. 11 novembre 2020, 17h. Le coup de feu avait retenti comme un coup de tonnerre dans le calme matinal. Claire avait tiré, non pas sur Bernard, mais en l'air. Un avertissement. Les 3 hommes s'étaient figés, surpris qu'elle ose réellement utiliser l'arme. Dans cette seconde d'hésitation, Mathieu et Claire avaient couru vers la voiture, sauté à l'intérieur, démarré en trombe. Ils n'étaient pas allés à la police. Pas encore. Claire savait que le commissaire de Nontron, la ville la plus proche, était un cousin éloigné des Périers. Il poserait des questions, alerterait Hautefeuille, donnerait au village le temps de nettoyer, de cacher, de faire disparaître toute preuve. Au lieu de ça, ils avaient roulé jusqu'à Périgueux, la préfecture. Claire connaissait quelqu'un là-bas, un juge qu'elle avait rencontré lors d'un colloque sur l'histoire locale des années auparavant. Un homme extérieur à Hautefeuille, sans lien avec le village. Le juge Ferrand les avait reçus dans son bureau au mur couvert de livres de droit. Il avait écouté leur histoire avec un scepticisme croissant, ses sourcils gris se fronçant de plus en plus. « Laissez-moi résumer » avait-il dit quand ils eurent terminé. « Vous m'affirmez qu'un village entier de la Dordogne planifie un meurtre rituel pour ce soir, basé sur une tradition cannibale vieille de 150 ans. Et vous voulez que j'envoie la gendarmerie sur la foi de... quoi? Des vieux carnets? Des photos d'un rite avec un mouton? Des rumeurs de disparition jamais confirmées? Il y a un jeune homme en danger, avait insisté Mathieu. Peut-être déjà mort. Et si nous ne faisons rien? Si vous me racontez des conneries et que j'envoie 20 gendarmes défoncer les portes de Hautefeuille basées sur des théories du complot, ma carrière est finie. Le juge les avait fixés durement. Vous êtes sûr de ce que vous avancez? Mathieu avait montré les photos sur son téléphone, les vidéos du rassemblement, les documents historiques. Lentement, le scepticisme du juge s'était transformé en quelque chose de plus sombre, de l'inquiétude, peut-être même de la peur. « D'accord », avait-il finalement concédé. « Je vais envoyer une équipe, discrètement. Ils observeront. S'il y a le moindre signe d'activité criminelle, ils interviendront. » Mais, il avait levé un doigt avertisseur. « Si c'est du vent, si c'est juste des gens qui se réunissent pour une fête de village innocente, vous aurez des problèmes. Tous les deux. » C'était le mieux qu'ils pouvaient espérer. À présent, alors que le soleil se couchait sur Hautefeuille, Mathieu et Claire étaient cachés dans les bois surplombant la vieille ferme. Une équipe de 10 gendarmes en civil était dispersée autour du périmètre, équipée de caméras et de micros. Le juge Ferrand avait fait venir le procureur. C'était du sérieux. Mais Mathieu ne se sentait pas soulagé. Il se sentait malade. Parce qu'à travers les jumelles, il pouvait voir ce qui se passait à l'intérieur de la ferme. Ils étaient venus, tous, 40 personnes, exactement, comme 150 ans auparavant. Hommes et femmes de tous âges, vêtus de robes blanches cette fois, formant un cercle parfait dans la grande salle de la ferme, éclairée par des dizaines de bougies. Au centre, attaché à la même table où le mouton avait été sacrifié la veille, se trouvait le jeune autostoppeur. Vivant, Dieu merci. Il pleurait,
tirait sur ses liens, criait pour qu'on le libère. Mais personne ne semblait l'entendre. Les 40 chantaient, un chant ancien dans une langue que Mathieu ne reconnaissait pas. Du latin déformé, du vieux français, ou quelque chose de plus ancien encore? Bernard Campeau se tenait à la tête de la table, tenant le même couteau à dépecer que son ancêtre Jean avait utilisé. Il le levait vers le ciel, le faisant refléter la lumière des bougies. « Les gendarmes vont intervenir !» murmura Mathieu, dans le micro relié au coordinateur de l'opération. « Ils vont le tuer. »« Attendez !» répondit la voix calme du capitaine Roussel. « Nous devons les prendre en flagrant délit. Au moment où la vie est en danger immédiat. Il est attaché à une putain de table de sacrifice. C'est pas assez immédiat pour vous? Patience, docteur Arnaud. » Mathieu serra les poings si fort que ses ongles s'enfoncèrent dans ses paumes. À côté de lui, Claire pleurait silencieusement, son visage pâle comme la mort. Dans la ferme, le chant atteignit un crescendo. Bernard leva le couteau encore plus haut. Le jeune homme hurlait maintenant, un cri animal de terreur pure. Les 40 se rapprochèrent, formant un cercle de plus en plus serré, leurs visages éclairés par en dessous leur donnant un air démoniaque. « Maintenant !» hurla Mathieu dans le micro. Les gendarmes surgirent de partout à la fois. 10 hommes armés défoncèrent les portes, braquant leurs armes, criant des ordres. La scène se figea. Bernard, le couteau à 2 centimètres de la gorge du jeune homme. Les 40, pris comme des rats au piège. « Posez le couteau, les mains en l'air !» Pour un long moment, personne ne bougea. Bernard regardait le capitaine Roussel avec une expression étrange. Pas de la peur, pas de la surprise, presque du soulagement. Puis, il sourit, un sourire triste et résigné. « Enfin !» murmura-t-il. « Enfin, c'est terminé. » Il laissa tomber le couteau. Il résonna sur les dalles de pierre avec un bruit métallique. Ses mains se levèrent lentement. Autour de lui, les 40 firent de même, un par un. Certains pleuraient. D'autres semblaient en état de choc. Quelques-uns souriaient aussi, comme Bernard, comme si un poids immense venait d'être levé de leurs épaules. Les gendarmes les menottèrent tous, méthodiquement. 40 paires de menottes, 40 descendants de cannibales, 40 âmes enfin prises au piège de leur propre histoire. Le jeune autostoppeur, un garçon d'à peine 20 ans prénommé Lucas, fut libéré. Il s'effondra dans les bras d'un gendarme, sanglotant de manière incontrôlable. Il serait traumatisé à vie, mais au moins, il serait vivant. Mathieu et Claire descendirent de leur cachette. Le capitaine Roussel les accueillit avec un hochement de tête respectueux. « Vous aviez raison, dit-il simplement. Toutes mes excuses d'avoir douté. »« Qu'est-ce qui va leur arriver ?» demanda Claire en regardant les 40 êtres emmenés vers les fourgons de police. « Tentative de meurtre. Association de malfaiteurs, peut-être des accusations de crimes antérieurs si on trouve des preuves des disparitions précédentes. » Le capitaine secoua la tête. « Ça va être le procès du siècle. Un village entier accusé de tentative de meurtre rituel. » Les jours suivants furent un tourbillon médiatique. L'affaire fit la une de tous les journaux français. Haute-Faille, le village cannibale, frappe encore. Tradition sanglante, 40 arrestations dans la Dordogne. Le retour du massacre de 1870. Des équipes de télévision envahirent Haute-Faille. Des psychologues, des sociologues, des anthropologues vinrent étudier ce phénomène incroyable. Comment une tradition aussi horrible avait-elle pu survivre pendant 1 siècle et demi? Mathieu fut interviewé partout. Il raconta son histoire encore et encore, montrant les documents, les photos, les preuves. Son livre sur Haute-Faille, qu'il écrivit en 3 mois dans une frénésie obsessionnelle, devint un best-seller international. Mais le succès avait un goût amer, car en creusant plus profond, en interrogeant les 40 arrêtés, une vérité encore plus troublante émergea. Ils n'étaient pas tous des croyants fanatiques. Beaucoup n'avaient participé que par pression familiale, par peur d'être exclus, par désir de rester connectés à leurs racines, même si ces racines étaient pourries. « Mon grand-père m'a raconté l'histoire quand j'avais 10 ans, » raconta une femme de 50 ans, professeur de mathématiques à Bordeaux, lors de son interrogatoire. Il disait que c'était notre héritage, que nous étions les gardiens d'une tradition ancienne, que si nous arrêtions, le village mourrait. J'y croyais? Non.
Mais je ne voulais pas être celle qui brisait la chaîne, qui trahissait 7 générations. Un autre, un médecin de 35 ans, avoua « Je suis venu pour voir, pour comprendre ce qui avait rendu mon arrière-arrière-grand-père fou. Je ne pensais pas qu'ils iraient jusqu'au bout. Je pensais que c'était juste du théâtre, un jeu de rôle. Et puis j'ai vu le couteau, et j'ai compris que c'était réel. Mais j'étais paralysé, je ne pouvais pas bouger, ne pouvais pas parler. La complexité morale de l'affaire rendait les jugements difficiles. Étaient-ils tous également coupables ? Pouvait-on condamner une femme qui n'avait fait que chanter parce que sa famille l'y avait forcé ? Pouvait-on distinguer entre ceux qui voulaient réellement tuer et ceux qui étaient simplement pris dans une dynamique de groupe ? Le procès dura 6 mois. Les avocats argumentèrent, les experts témoignèrent. L'anthropologue Jeanne Favret-Saada compara le cas à d'autres rituels de violence collective à travers l'histoire. Le psychologue Philippe Zimbardo parla de l'effet Lucifer, de comment des personnes ordinaires peuvent commettre des actes extraordinairement cruels dans certaines conditions. À la fin, les verdicts furent nuancés. Bernard Campeau, en tant qu'organisateur principal, fut condamné à 20 ans de prison. 5 autres, les meneurs, reçurent des peines similaires. Les autres écopèrent de peines allant de 2 à 10 ans, selon leur degré de participation. Mais la vraie punition ne fut pas les années de prison, ce fut l'exposition. Leur nom, leur visage, leur vie détruite par la honte publique. Hautefeuille lui-même devint un lieu de pèlerinage morbide. Des touristes curieux venaient voir le village cannibale. La place centrale où Alain de Monéis était mort, la ferme où Lucas avait failli être sacrifié. Claire Mathieu quitta le village. Elle déménagea à Paris, changeant de nom, essayant de reconstruire une vie loin de l'ombre de Hautefeuille. Elle et Mathieu restèrent amis, liés à jamais par ce qu'ils avaient vécu. 1 an après le procès, Mathieu retourna à Hautefeuille, une dernière fois, pour terminer son livre, pour comprendre ce qu'était devenu le village. Il le trouva presque vide. Les jeunes étaient partis, les vieux mouraient, les maisons se vendaient à des prix dérisoires à des Parisiens cherchant des résidences secondaires. L'église était fermée, l'école abandonnée. Hautefeuille mourait. Non par le sang cette fois, mais par l'exode et l'oubli. Sur la place centrale, une plaque avait finalement été érigée, en mémoire d'Alain de Monéis, et une seconde, plus récente, en mémoire de Lucas Perrin, sauvé de la barbarie par le courage de Mathieu Arnaud et Claire Mathieu. Mathieu s'assit sur un banc face à ses plaques. Le soleil de l'après-midi chauffait agréablement ses épaules. Un chat passait paresseusement entre les pavés. Le village semblait si paisible, si ordinaire. Il pensa à Pierre Buisson, le forgeron qui avait écrit ce carnet il y a 150 ans, qui avait porté le poids de ce secret toute sa vie, qui avait essayé d'avertir les générations futures. La chair garde la mémoire, avait-il écrit. Mais Mathieu comprit maintenant ce que cela signifiait vraiment. Ce n'était pas une malédiction mystique. C'était quelque chose de bien plus simple et de bien plus terrible. Le trauma se transmet. La violence appelle la violence. Les secrets pourrissent les âmes de génération en génération. Ce n'était pas la chair d'Alain de Monéis qui avait empoisonné Hautefeuille. C'était le silence. Le refus de faire face à l'horreur, le choix de perpétuer au lieu de guérir. 40 personnes avaient mangé en 1870. 40 personnes avaient essayé de tuer en 2020. Le nombre n'était pas magique. C'était juste suffisamment grand pour qu'aucun individu ne se sente personnellement responsable, pour que la culpabilité soit diluée, partagée, supportable. Mathieu pensa à toutes les autres Hautefeuilles dans le monde, les villages, les communautés, les familles qui portèrent leurs propres secrets terribles, leurs propres traditions de violence cachées sous des couches de respectabilité et de silence. Combien y en avait-il? Des centaines, des milliers. Et combien continueraient jusqu'à ce que quelqu'un, quelque part, décide que c'était assez? Son téléphone vibra. Un message de Claire. « Comment va le village ?» Il répondit, « Il meurt, enfin. C'est mieux comme ça. » Peut-être. Ou peut-être que c'est juste une autre forme d'oubli, une autre manière de ne pas faire face. Tu crois qu'on aurait dû faire autrement? Mathieu regarda autour de lui.
Les maisons vides, les volets fermés, le silence pesant. Non, on a fait ce qu'on devait. Mais j'aimerais croire que quelque chose de bon pourrait sortir de tout ça, que les gens apprendront, qu'ils regarderont leurs propres traditions, leurs propres secrets, et auront le courage de dire « Assez ». Tu es un optimiste, Mathieu, ou un idiot, les deux probablement. Il rangea son téléphone et se leva. Il était temps de partir, de retourner à Paris, d'écrire le dernier chapitre de son livre, de tourner la page sur Haute-Faille. Mais en marchant vers sa voiture, il ne put s'empêcher de jeter un dernier regard à la place. Et l'espace d'un instant, dans la lumière déclinante de l'après-midi, il crut voir des ombres. 40 ombres formant un cercle, chantant, attendant. Puis il cligna des yeux et il n'y avait rien. Juste une place vide dans un village mourant. La chair garde la mémoire, pensa-t-il, mais les pierres aussi, et les arbres, et la terre elle-même. Haute-Faille n'oublierait jamais, et peut-être que c'était bien ainsi, que certains endroits devaient porter leurs cicatrices à la vue de tous, pour se rappeler, pour avertir, pour que jamais, jamais, jamais cela ne se reproduise. Mathieu monta dans sa voiture et démarra. Dans son rétroviseur, Haute-Faille disparut derrière les collines. Un point gris avalé par le vert de la Dordogne. Il ne reviendrait jamais. Mais Haute-Faille, d'une certaine manière, ne le quitterait jamais non plus. Qu'avez-vous pensé de l'histoire? Laissez votre commentaire ci-dessous et partagez vos réflexions sur ce cas terrifiant. Envie d'autres histoires d'horreur mêlant histoire et mystère? Abonnez-vous, activez la cloche de notification et partagez avec ceux qui aiment le côté obscur de l'humanité. À bientôt pour le prochain cauchemar. Paris, 11 novembre 2025, 5 ans plus tard. Mathieu Arnaud ferma son ordinateur portable et se massa les tempes. La fenêtre de son appartement du Marais donnait sur une rue animée, pleine de vie et de rire, si différente du silence étouffant d'Haute-Faille. Son livre, Le dernier banquet, Haute-Faille et la violence héréditaire, était devenu un classique des études sur la violence collective. Il était invité à donner des conférences dans le monde entier. Son travail avait inspiré d'autres chercheurs à examiner les secrets de villages dans leur propre région. Claire vivait maintenant à Lyon, enseignait l'histoire dans un lycée sous un nouveau nom. Elle avait coupé tous les liens avec sa famille d'Haute-Faille. Parfois, elle et Mathieu se parlaient encore, mais les conversations étaient toujours brèves, chargées d'une tristesse commune qu'aucun des deux ne pouvait complètement chasser. Lucas Perrin, le jeune autostoppeur sauvé cette nuit-là, avait passé 2 ans en thérapie intensive. Il écrivait maintenant des articles sur les traumatismes et la résilience. Il avait contacté Mathieu l'année précédente pour le remercier. Ils s'étaient rencontrés pour un café. Lucas portait encore les cicatrices au poignet, là où les cordes l'avaient brûlé. Mais il souriait. Il vivait. Bernard Campeau était mort en prison l'hiver dernier. Crise cardiaque à 78 ans. Mathieu avait appris qu'il avait passé ses dernières années à écrire ses propres mémoires, essayant d'expliquer pourquoi il avait fait ce qu'il avait fait. Le manuscrit n'avait jamais été publié. Sa famille l'avait brûlé. Haute-Faille, le village lui-même, existait toujours. 100 habitants peut-être. Surtout des personnes âgées et quelques jeunes familles parisiennes en quête d'authenticité rurale. La ferme maudite avait été rasée. À sa place, un jardin commémoratif, des fleurs et des arbres. De la beauté née de l'horreur. Le maire actuel, un homme de 40 ans sans aucun lien avec les anciennes familles, avait lancé un programme de réconciliation mémorielle. Des ateliers, des discussions, une reconnaissance ouverte de ce qui s'était passé en 1870 et en 2020. C'était un début. Mais Mathieu savait que la guérison prendrait des générations. Peut-être ne serait-elle jamais complète. Certaines blessures sont trop profondes. Certains secrets laissent des marques indélébiles. Son téléphone sonna. Un numéro inconnu. « Docteur Arnaud, vous ne me connaissez pas. Je m'appelle Thomas Campeau. Je suis le petit-fils de Bernard. » Mathieu se raidit. « Oui, je voulais juste vous dire merci pour avoir arrêté mon grand-père, pour avoir arrêté tous. »
La voix était jeune, tremblante. J'avais 14 ans quand c'est arrivé. Je ne savais rien. Mais après, quand j'ai appris, j'ai eu tellement honte, tellement peur de ce que je portais en moi. Si vous n'aviez pas été là, si Claire n'avait pas eu le courage de trahir sa famille, combien d'autres auraient souffert? Combien d'autres Thomas Campeau seraient nés dans cette tradition maudite? Mathieu sentit sa gorge se serrer. Vous n'êtes pas responsable des actions de votre grand-père. Non, mais je suis responsable de ce que je fais de cet héritage. C'est pour ça que je vous appelle. Je viens de terminer mes études de droit. Je veux me spécialiser dans les droits des victimes. Aider les gens à se reconstruire après la violence. Transformer cette horreur en quelque chose de bon. Ou au moins d'essayer. C'est une noble ambition. C'est le minimum que je puisse faire pour expier, pour honorer Lucas Perrin et Alain de Monéis, pour m'assurer que le nom Campeau signifie autre chose qu'horreur. Après avoir raccroché, Mathieu resta longtemps à regarder par la fenêtre. La nuit tombait sur Paris. Les lumières s'allumaient une à une comme des étoiles terrestres chassant les ombres. Il pensa à tout ce qui s'était passé, à tout ce qu'il avait appris. Et il réalisa quelque chose de fondamental. Les histoires, comme celle d'Haute-Faille, n'avaient pas de fin heureuse. Elles avaient juste des fins moins tragiques, des petites victoires, arrachées aux ténèbres, des individus qui choisissaient de briser les cycles plutôt que de les perpétuer. Thomas Campeau le faisait, Claire Mathieu l'avait fait, Lucas Perrin le faisait à sa manière, et Mathieu lui-même, en racontant cette histoire, en refusant de la laisser être oubliée ou romancée, le faisait aussi. La chair garde la mémoire, avait écrit Pierre Buisson, mais la chair pouvait aussi guérir, lentement, douloureusement, avec des cicatrices qui ne disparaîtraient jamais complètement, mais guérir quand même. Haute-Faille ne serait jamais plus le village qu'il était avant 1870, ni même avant 2020. Il porterait toujours le poids de ces journées sanglantes, mais peut-être, juste peut-être, dans quelques générations, il deviendrait un symbole différent. Non pas d'horreur et de silence, mais de courage et de vérité. Un endroit qui avait touché le fond de la noirceur humaine et avait décidé de remonter vers la lumière. Mathieu rouvrit son ordinateur portable. Il avait une dernière chose à écrire. Une postface pour la nouvelle édition de son livre. Il commença à taper. L'histoire d'Haute-Faille nous enseigne que le mal n'est pas une force surnaturelle. C'est un choix fait par des personnes ordinaires dans des circonstances extraordinaires. Mais la bonté est aussi un choix. Et c'est un choix plus difficile, plus courageux, plus héroïque. Claire Mathieu a choisi de trahir sa famille pour sauver un inconnu. Thomas Campeau a choisi de transformer l'héritage de honte en force pour le bien. Lucas Perrin a choisi de vivre et de prospérer, malgré le trauma. Ce sont ces choix, petits et grands, qui définissent notre humanité. Pas nos traditions, pas notre sang, pas nos ancêtres, nos choix. Et tant qu'il y aura des gens prêts à choisir la lumière, même dans les endroits les plus sombres, il y aura de l'espoir. Pour Haute-Faille, pour nous tous. Il sauvegardit le fichier. Dehors, Paris vivait, vibrait, respirait. Des millions de personnes, chacune avec ses propres secrets, ses propres choix, ses propres histoires. Et Mathieu Arnaud, historien des horreurs humaines, porteur de mémoire difficile, choisit de croire qu'au final, la lumière l'emporterait. Pas aujourd'hui, pas demain, mais un jour, les vraies familles des participants au massacre de 1870 méritent respect et compassion. Leurs descendants ne portent aucune responsabilité pour les actions de leurs ancêtres et vivent des vies normales, sans aucune connexion avec les pratiques fictives décrites dans cette histoire. Respectez la mémoire des vraies victimes. Ne harcelez jamais les descendants des personnes impliquées dans des événements historiques tragiques.